Michilou, je vais vous présenter la première présentation sur nos installations de froid, ammoniac et CO2. Des exigences, de rappeler les exigences que l'on avait au départ du projet, notamment au niveau des performances nécessaires pour le bon déroulement de nos essais. Vous parlez de la production frigorifique, une production de frigorifique utilisant des fluides frigorigènes naturels. On va parler un tout petit peu de la distribution de froid par frigoporteur. Et puis après un calcul qui reste théorique sur les avantages environnementaux de notre solution par rapport à une solution classique au 404 et des conclusions. Donc les enjeux, c'est d'avoir un laboratoire d'essai qui va nous permettre de faire l'ensemble des essais que nous faisons au SEMA froid, des essais de machines frigorifiques, des essais de coefficient d'isothermie pour des caisses frigorifiques, d'être capable de renforcer la fiabilité de nos installations. On avait des soucis à Antony dans nos installations qui avaient plus de 50 ans avec des pannes à répétition, un problème de planning dans nos essais, ça devenait quelque chose d'assez crucial. De diminuer l'incertitude de mesure, c'est-à-dire qu'on a, en plus de nos installations d'essai, on a développé des méthodologies de métrologie, de nouvelles centrales d'acquisition, de nouvelles températures qui nous permettent d'augmenter, de diminuer l'incertitude de nos mesures, d'être compétitif parce qu'on est un laboratoire unique en France, mais par contre on a des compétiteurs, des gens qui font le même métier que nous à l'international, notamment en Allemagne, en Italie, au Portugal. De pouvoir élargir notre gamme de prestations, parce qu'au départ on était centré sur des essais de canons frigorifiques. Notre souhait, c'est également de développer l'activité pour d'autres types de matériel, et puis d'utiliser les meilleures technologies, parce qu'on se doit, en tant qu'expert du froid, de développer également et de démontrer la faisabilité technique d'autres solutions autres que des HFC. Donc voilà, c'est d'où la phrase finale. Trouver des solutions pérennes, parce qu'on a des installations que l'on va utiliser pendant 50 ans, et donc on doit s'affranchir des réglementations qui peuvent être contraignantes dans les années futures. Donc au niveau des exigences, on a des exigences assez simples, elles sont basées sur deux normes d'essai, deux protocoles d'essai. Le premier, c'est l'ATP, donc là on en a discuté ce matin, c'est l'accord sur le transport des denrées périssables, où là on se doit d'avoir une stabilité temporelle de température, maximum 2 Kelvin pour l'ensemble des essais, une homogénéité spatiale, donc c'est relativement difficile parce qu'on a des volumes qui sont assez grands, on a des tunnels qui font 23 mètres de long, 5 mètres de haut, 5 mètres de large, une justesse de régulation, donc ça c'est pour la partie température, mais également pour nos moyens de mesure, et puis également une vitesse d'air qui est nécessaire pour réaliser l'essai, qui doit être entre 1 et 2 mètres par seconde, qui peut apporter un certain confort en termes d'homogénéité, parce que plus la vitesse est importante et plus on a une homogénéité en température. Et pour les essais de meubles, donc les nouvelles cellules, la cellule MFV qui a été réalisée récemment par Cesbron, la problématique c'était des vitesses d'air faibles, et tout en ayant une bonne homogénéité en température, donc c'était un des défis qui a été relevé par Cesbron. Un petit rappel sur les performances de nos tunnels, ancien tunnel à Antony et nouveau tunnel à Fresnes. Des plages de température élargies, on est parti de 5 à 5 degrés, 43 degrés, maintenant on est à moins 40 plus 55, donc on est capable de faire d'autres types d'essais, notamment des essais de démarrage à froid, des essais de production de chaleur, on est capable de descendre en température très rapidement et remonter en température très rapidement, donc là c'est du domaine de la productivité d'essai, on est capable de changer de température d'essai rapidement. Donc on est passé de 0,5 degrés à 2 degrés par minute. En gros, on change une ambiance de 7 à 30 degrés en 30 minutes, là où avant il nous fallait quasiment 2 heures, 3 heures, voire une demi-journée pour changer de température. Donc ça c'est dû à l'isolation. Avant on pouvait avoir des tunnels avec un petit peu de murs en béton. Il y a une inertie qui est énorme pour changer de température. Là où maintenant on a des isolants, des panneaux isolants qui permettent de changer rapidement de température. Au niveau des puissances disponibles, on va être capable de tester des machines qui sont plus puissantes. On a notamment une puissance disponible à l'endroit de 20 kW. Avant, on ne faisait pas de régulation d'humidité, maintenant on est capable de le faire. Donc pour certains types d'essais, ça devient intéressant. Et puis en termes de ventilation, on était limite en termes d'exigence par rapport à l'ATP. On avait du mal à maintenir les 1 à 2 mètres par seconde. Maintenant, avec 120 000 m3, on est capable tout à fait d'assurer un débit d'air suffisant pour nos essais.
Au niveau de l'architecture des installations frigo, en fait, on est passé sur des installations à évaporateur noyé. Là, l'avantage, c'est essentiellement d'avoir une puissance frigorifique instantanée immédiate. Alors, donc là, on peut voir hein, au niveau de l'effet frigorifique utile par kilogramme de fluide, il est beaucoup plus important en utilisant des évaporateurs noyés. On arrive à 30% d'augmentation de capacité frigo par unité de fluide. Et puis on a utilisé du CO2, donc qui a des caractéristiques un petit peu spécifiques en termes de pression de service. Mais là encore, avec l'utilisation d'évaporateurs noyés, qui était une première mondiale, hein, avec du CO2, avec de l'ammoniac, on est capable de faire de l'évaporateur noyé. Avec du CO2, c'était beaucoup plus compliqué. Il a fallu développer des moteurs, par exemple, dans la bouteille de liquide qui étaient capables de résister à des pressions importantes. Donc ça a été développé en partenariat avec nos prestataires, notamment Arctic, qui a investigué sur des moyens de régulation qui nous permettent de faire de la BP flottante, de la HP flottante et des régimes noyés avec du CO2. Donc nos installations, essentiellement, c'est une installation en cascade, ammoniac CO2, avec entre les deux un fluide frigoporteur, donc de l'eau glycolée. En termes d'ammoniac, on a une charge en fluide qui est de 40 kg, donc ça nous permet de nous affranchir des problèmes des installations classées pour la protection de l'environnement. On est en dessous du seuil de 150 kg. On a au niveau compression des compresseurs à vis. Au niveau de la condensation, on a un condenseur à plaque, donc on a évité les tours aéro-réfrigérantes qui nécessitent à la fois des tests chimiques réguliers pour éviter les problèmes de légionellose. Vous l'avez vu, on est dans un environnement urbain avec des maisons qui sont à proximité, donc on a essayé d'avoir un système qui soit pérenne, qui ne pose pas de problème à notre voisinage. Donc, on a un système qui est peut-être moins efficace que la tour aéro, mais qui nous permet de nous affranchir des problèmes liés aux tours aéro-réfrigérantes. Un évaporateur de type noyé et une puissance qui est de l'ordre de 300 kW à moins 11 degrés. Pour le CO2, donc on condense sur de l'eau glycolée. On a deux compresseurs à piston, donc au niveau du CO2, on est un peu limité en termes de système de compression. On est parti sur une technologie qui était éprouvée, c'est-à-dire les compresseurs à piston, les systèmes CO2, avec une charge de 80 kg et une puissance de 110 kW à moins 20 degrés. Alors pour les frigoporteurs, là encore on avait un frigoporteur qui est très connu, qui est l'eau glycolée, qui est capable de véhiculer des frigories jusqu'à disons moins 10, moins 20 degrés, mais par contre après quand on a des températures faibles à moins 30, moins 40, il faut qu'on passe à un autre fluide. Donc on est parti sur du Tampère 55 parce qu'il résiste à moins 55 degrés. C'est un fluide qui est un petit peu corrosif, qui pose certains problèmes. Mais bon, c'était celui qui était préconisé par le constructeur des installations, que Cesbron a pu prendre en charge dans ses installations, dans le T4 notamment. Et donc là, l'architecture, étant donné qu'elle s'est faite en 2 temps, j'ai le document qui concerne les installations avant l'intervention de Cesbron, mais en fait on avait déjà une boucle principale d'eau glycolée qui était refroidie par le système à l'ammoniac avec une bâche tampon de l'ordre de 5000 litres qui devait alimenter en eau glycolée les 3 tunnels, T1, T3 et le meuble de vente, et puis de façon indirecte le T4 et le T2. Donc là on voit les installations de Cesbron, avec ici la CTA qui va alimenter, qui va traiter l'air pour la cellule meuble de vente. Ici vous avez au second plan la panoplie de distribution de Tampère pour le tunnel numéro 4, donc qui permet de descendre en négatif. Et puis là vous avez, on en a discuté ce matin, l'équipement qui permet de déshumidifier l'air dans le T4 et de traiter l'air avant de l'introduire dans le T4. Ici on ne le voit pas, mais on a les équipements Sodistra qui sont calorifugés, qui permettent de s'affranchir des problèmes de condensation quand on travaille en négatif. Avec les batteries qui sont à l'intérieur, on a une double batterie qui nous permet de fonctionner en continu. On a la particularité de faire des essais qui peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Et donc on a un système de double batterie qui nous permet de fonctionner en continu, de dégivrer une batterie, d'utiliser l'autre, et inversement, ce qui est également une des particularités de notre installation. Une ambiance de l'ordre de -20, -25 maximum.
et des COP qui sont relativement bons. Après, en mode grand froid, on va réduire le COP de l'installation à l'ammoniac, donc on va être en mode dégradé, on va dire, sur la partie ammoniac, et un COP également au CO2 qui va être légèrement inférieur, parce que là, on atteint les limites thermophysiques du CO2 à cette température. On atteint tout de même moins 47 degrés en évaporation, donc on arrive à approcher les moins 40 dans les tunnels. Si on avait pris une installation au HFC, on serait parti sur du 404 classiquement. Et là, pour le coup, on aurait utilisé 4 compresseurs à vis, donc de façon similaire pour l'ammoniac. Et pour l'étage bas, on aurait utilisé 2 compresseurs à vis avec une installation à détente sèche. On n'aurait pas pu faire du noyer avec du 404 pour cette température. Et pour le coup, on aurait eu des COP qui sont beaucoup plus faibles pour atteindre les mêmes régimes d'eau, les mêmes régimes d'évaporation et de condensation. Et pour le mode grand froid, on aurait eu un système qui a vraiment des performances très faibles. Donc quand on fait une comparaison des installations telles qu'on les a conçues, telles qu'on les a fabriquées et installées par rapport à une installation au HFC, on a des calculs théoriques de consommation d'énergie. Dans les différents modes, on estime que le mode de grand froid, on va l'utiliser un mois par an, en gros, pour des essais vraiment spécifiques. Le reste étant du mode normal, on va utiliser des installations entre plus 55 et moins 20, disons. Et on a estimé des consommations d'énergie en kilowattheure annuel. Donc là, on voit finalement qu'on a des économies de l'ordre de 30% avec l'installation qu'on a choisie. 10 000 kWh. On est parti quand même d'hypothèses. On a des installations neuves avec un taux de fuite qui est relativement faible, de l'ordre de 5%, et une charge en 404 qui serait de l'ordre de la tonne si on avait voulu, à puissance équivalente, utiliser du 404. Donc au final, en termes d'empreinte carbone, avec ces hypothèses-là, on aurait quasiment triplé l'impact environnemental de nos installations. Donc divisé par 3. C'est ça, on a divisé par 3. C'est quoi l'effet indirect dans l'empreinte carbone? Alors l'effet indirect, c'est la consommation d'énergie. Et puis l'effet direct, c'est les fuites. Donc pour le coup, avec du CO2, on a une empreinte carbone de 1 par kilogramme de CO2. Et pour l'ammoniac, c'est 0. C'est même négligeable ici, ça n'apparaît pas. Pour illustrer un petit peu ces consommations et ces empreintes carbone, on s'aperçoit que finalement l'architecture des fluides choisis par le sémaphore a permis d'avoir des économies d'énergie substantielles, de l'ordre de 100 000 kW ou de 100 MWh par an. Par rapport à une solution équivalente au 404, ça correspond à 5 maisons de l'ordre de 150 m², la consommation annuelle de 5 maisons. Et puis en termes d'impact environnemental, ça correspond à un véhicule qui va circuler pendant 4,5 millions de kilomètres annuellement. C'est quelle marque? J'ai pris la Transform 8 parce que j'avais fait une présentation à peu près similaire à aujourd'hui, en expliquant que finalement nos éditeurs ils utilisent ce type de véhicule et ça correspondait à 100 véhicules, enfin le kilométrage de 100 auditeurs sémaphores pendant un an. Voilà. Et quand vous dites durée de vie de l'installation, quelle est la durée de vie estimée de l'installation? Alors on est parti sur 25 ans, Très bien, merci. ce qui est raisonnable par rapport à ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.